on voit le doc et on se retrouve juste après la première partie de ce documentaire. Vous allez voir qui est assez incroyable. Après le djihad armé, le djihad d'influence ou le soft power djihad, qui tel un cancer, pénètre la société française en silence depuis des années. Qui finance les associations, les journalistes, les politiques? D'où vient cet argent? Nous avons enquêté et ce que nous allons vous révéler est explosif. Sur ce sujet en particulier du prosélytisme que l'un et l'autre déploient sur notre territoire national, nous sommes tout de même en droit de poser un certain nombre de barrières. 2-3 Français vont se connaître par Internet, vont ensuite proposer à un émir chargé de la communication dans tel pays leur service, offrir leur service, voire même plus. Je pense que ça décrit exactement la stratégie de l'intimidation non violente des islamistes. De Paris à Bagdad et de Tripoli à Pékin, de jeunes étudiants français se font les ambassadeurs du djihad armé. Venez, on va ramener le monde, venez, on fait des slogans comme ça. On a des choses à dire à la France. En Irak, c'est un mercenaire néo-nazi au service de l'ambassade de France qui finance et entraîne des milices islamistes en Asie. Son équipe est chargée de mener le combat au niveau diplomatique et sur les réseaux sociaux. Il y a un soft power stratégique islamique qui est mené et qui se transforme à travers des nouvelles personnes qu'on voit à la télévision. En France, des militants anonymes, puissants et très bien financés sont capables de se mobiliser rapidement et en meute pour faire taire toute opposition, même dans la rue. Leur principale mission est d'approcher les élus locaux. Il y avait le djihad religieux, le djihad armé. Voici le troisième djihad, celui de l'influence et de la manipulation médiatico-politique, le soft power djihad. Voici Marbella, la petite Beyrouth du sud de l'Espagne, avec ses plages, ses bateaux de luxe et ses djihadistes qui jouent les petits porteurs. Celui que nous appellerons Kader est un voyou devenu djihadiste. Surveillé par la DGSI pour ses nombreux voyages, des centaines depuis Paris vers Malaga puis Marbella, toujours à vide et seulement avec un sac de cabine. Les fins limiers du contre-terrorisme vont enquêter auprès des compagnies aériennes et ce qu'ils vont découvrir va les surprendre. Kader et ses complices ont voyagé pendant des années sans éveiller les soupçons. Puis un jour, un agent français infiltré fait remonter une information capitale. Terminer les Western Union et autres transferts d'argent par Internet, depuis quelque temps déjà, à cause des surveillances sur ces transferts depuis les pays sensibles, les fonds secrets pour financer les activités politiques et des associations arrivent par petits porteurs en cash directement en France, à Paris, à Toulouse et dans d'autres villes. Comment? C'est ce que notre source, un agent secret français à Marbella, va nous expliquer. Pour qu'il y ait un djihad d'influence, un soft power djihad, il faut qu'il y ait de l'argent. Donc cet argent, il va être apporté par des petites mains qui auront sur une année réservé des dizaines, des centaines de vols. Je ne puis que confirmer qu'il s'agit d'un garçon, de sa famille, de ses cousins et d'une fratrie qui est chargée de ramener de l'argent dans des boîtes à chaussures. Vous savez, dans une boîte à chaussures, vous pouvez mettre beaucoup de billets de 200 et surtout beaucoup de billets de 500. Cet argent liquide, vous pouvez facilement le transporter. Faites un essai depuis Marbella quand vous repartez, si vous avez un peu de sous, mais faites un essai et vous verrez que vous arriverez à Paris sans être fouillé, sans aucune encombre. Vous êtes dans une zone européenne.
Nous sommes à Paris. Le groupe chargé de la surveillance de Kader s'est divisé en deux. Les uns à l'aéroport, les autres en ville. Kader et son acolyte, eux, se sont séparés. L'un a pris le RER, l'autre un taxi. Mais les agents du contre-terrorisme savent où va avoir lieu le premier rendez-vous. Ils ne les lâchent pas d'une semelle et pourtant, ils restent invisibles. Karim est un spécialiste de la filature, très mobile, sans électronique. Il la joue à l'ancienne, un petit monoculaire et une bonne condition physique qu'il a hérité de ses nombreuses années de flic en banlieue. Les deux équipes se sont coordonnées. Nos spécialistes n'ont plus qu'à les suivre pour connaître enfin la planque parisienne de Kader. Sur ce côté, ça va prendre 2 minutes. Daniel prend le relais de la filature. Il se précipite dans un hôtel pour accéder à une chambre qui donne sur l'immeuble où est entré Kader. Le patron accepte et il lui tend la carte de la chambre. Nous allons devoir être très discrets. Pas de lumière et surtout pas de micro sans fil pour ce tournage. Ce soir, pour l'équipe de Daniel, c'est peut-être le coup de poker gagnant. En revenant de Marbella, Kader et ses frères rejoignent toujours une planque parisienne. Après avoir échoué plusieurs fois, Daniel pense que cette fois-ci, la planque de Kader est juste en face. Et ça paye enfin. Kader est bien là, ainsi que son acolyte qui avait pris le RER. Ouais, je sors de la chambre d'hôtel, j'ai regardé. Maintenant, les mecs sont tranquilles, quoi. Ouais. Alors qu'il s'apprêtait à lever le dispositif pour ne pas se faire griller, la deuxième équipe dans le véhicule et Karim signale que Kader est descendu dans une brasserie toute proche. Il aurait rendez-vous avec 2 personnes suivies par le contre-terrorisme, sans doute pour leur remettre l'argent en liquide. Et ça, pour l'équipe de Daniel, c'est un bonus. Daniel va alors tenter le tout pour le tout au culot. Il entre dans la brasserie et s'installe. Kader est là, à droite de l'écran. Tout ce beau monde est photographié et identifié. Nous quittons Daniel et ses hommes pour les laisser travailler. Ce soir, le contre-terrorisme vient de confirmer la filière des petits porteurs du djihad. Celle qui, en France, finance en cash et sous le radar des dizaines d'associations influentes, des blogueurs et des médias islamistes sur les réseaux. Ainsi se joue aussi le soft power dans le monde des islamistes. Ils se sont adaptés, d'autant que les donateurs et la petite main-d'œuvre ne manquent pas. Alexandre Delval, essayiste et géopolitologue. Ça résulte en fait d'un militantisme de type fanatique qui certes se fait passer pour antiraciste, mais il y a un véritable fanatisme dans l'idéologie des frères musulmans. J'en ai souvent parlé dans mes livres, même s'ils se font passer pour l'inverse de ce qu'ils sont. Et ils utilisent les réseaux sociaux et les moyens modernes, y compris de paiement. Aujourd'hui, vous pouvez faire des souscriptions sur Internet pour récolter, si vous avez par exemple 100 000 militants, 100 000 militants qui donnent 1 euro, ça fait 100 000 euros. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le little fundraising. Il n'y a pas que des gros donateurs. Donc aujourd'hui sur Internet on peut financer son film, on peut faire des choses très belles, on peut payer une machine pour sauver des vies humaines dans un hôpital avec le micro-fundraising, mais on peut aussi collecter de l'argent pour le djihad, pour défendre un homme comme Tariq Ramadan. Shem Sakrouf est un ancien du renseignement militaire et spécialiste de l'influence. L'étude sur ces financements est encore une fois menée par les services de renseignement intérieur. Maintenant, je pense que ça va plus loin, ça peut être du financement sur des partis politiques. On l'a bien vu que beaucoup de gens proches de certains partis de gauche ont été approchés à travers des meetings ou tout simplement en allant renforcer leur posture sur, j'allais dire, les problématiques sociales qui sont liées à des gens issus de l'immigration. Yves Bonnet, ancien directeur du contre-espionnage français sous Mitterrand. S'agissant de nos relations avec certains pays, vous avez parlé de l'Arabie Saoudite et du Qatar sur ce sujet, et sur ce sujet en particulier du prosélytisme que l'un et l'autre déploient sur notre territoire national, nous sommes tout de même en droit
de poser un certain nombre de barrières, de poser un certain nombre de limites, surtout s'agissant de deux pays qui interdisent toute forme de prosélytisme politique ou religieux, en l'occurrence chrétien, sur leur territoire. Il faut se rendre compte qu'il y a de l'argent qui circule, des financements légaux et illégaux. Ces actes signent la conquête des esprits par une méthode douce, ce soft power que vous appelez, auquel se sont ralliés les groupes politiques de gauche et d'extrême gauche. Donc le djihad soft, on va avoir la deuxième partie de ce documentaire et puis après on revient en plateau avec nos invités. À tout de suite. Pas de soft power sans petits militants et leurs figures. Mais que diriez-vous si Alain Soral avouait avoir été financé par l'Iran, le tout face caméra? Sans doute hurlerez-vous au complot? J'irais même jusqu'au bout. Si on a pu faire la liste antisioniste qui a coûté 3 millions d'euros, c'est parce qu'on a eu l'argent des Iraniens. Faut le dire, faut être honnête. Si on l'avait pas eu, on n'aurait pas pu le faire. On n'a pas 3 millions d'euros. Surtout qu'on les a perdus. Parce que pour être remboursé, il fallait faire 5% minimum. Donc à un moment donné, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je vais en politique, je suis l'homme d'une puissance étrangère. Cette vidéo qu'Alain Soral essaye de faire disparaître est constamment remise en ligne par des hackers qui sont allés beaucoup plus loin. Ils ont aussi diffusé en ligne la base de données des clients du site de Alain Soral. Parmi des centaines de clients et des dizaines de fichiers, nous en avons repéré plusieurs très étranges, dont celui-ci. Un fichier avec des noms et des adresses, des gens au patronyme un peu particulier. David Séguin, Lévrette Méthode de Lyon, Merle Etcheverry de Paris, mais encore Pinabel Rochon. On les croirait tout droit sortis du Groland, l'émission satirique de Canal+. Pourtant, ces noms sont des faux, les adresses ne correspondent pas, nous en avons vérifié des centaines, aucun n'existe. Alors pourquoi une telle liste? La réponse est simple. Selon les hackers qui ont piraté la base de données de Alain Soral, à chaque nom est rattachée une adhésion, une vente de DVD ou de livres qui n'ont jamais existé. Ainsi, l'argent est blanchi. Et là, il est question de fonds provenant des caisses des mollahs iraniens. La propagande antisémite de Soral peut donc continuer. Le trésor de guerre est colossal. Des fanatiques utilisent à des fins stratégiques les problématiques de société pour pouvoir faire basculer des individus ou tout simplement fédérer des gens qui au départ n'étaient pas sur une idéologie islam politique. Donc cette stratégie qui consiste à prendre des mots de société qui existent, bien évidemment qu'il y ait la discrimination qui est ressentie par des gens au quotidien, par rapport à l'emploi, par rapport à tout simplement la citoyenneté en tant que telle, et donc ces gens viennent utiliser les mots intrapersonnels des individus pour pouvoir concentrer et attirer à des fins stratégiques avec des effets recherchés. On le sait, il y a à peu près 5,8 millions de musulmans, pour ne parler que de la France. Donc ça représente quand même une manne électorale intéressante. Il est de fait qu'un certain nombre d'États, Qatar, Arabie Saoudite, ou d'organisations dites non gouvernementales ou privées, mais ayant des adhérences avec le pouvoir, sont engagés dans des financements. L'Arabie Saoudite finance davantage les organisations de type islamiste, radical, donc, style Al-Qaïda, alors que le Qatar est beaucoup plus proche des frères musulmans. Le Qatar a joué un rôle important avec le Hamas, a joué un rôle important à l'époque de Morsi, l'a également été très présent en Libye. Deux solutions. Soit on est à la remorque, et on est toujours dépassé, soit on anticipe, et on est en amont. Je préfère la deuxième solution. Mais encore faut-il avoir un cadre juridique, parce que les services ne prendront plus de risques à travailler sans cadre juridique. Ils sont des centaines, toujours là pour appuyer l'association Euro-Palestine. Dans le cortège de manifestants, on peut y trouver de tout, des militants de l'extrême gauche, des petits voyous à la semaine, et toujours cette blonde de dos qui n'aime pas se faire filmer par nos caméras.
L'association Euro-Palestine est un repère de militants antisémites, la convergence des luttes contre le juif sous couvert de boycott et d'antisionisme. Aujourd'hui, nous allons vous révéler le côté sombre des deux fondateurs de cette association millionnaire qui n'a jamais rien construit à Gaza et n'a jamais envoyé un seul centime aux Palestiniens. Voici Nicolas Chachani, vice-président de Euro-Palestine, ancien journaliste de l'AFP. Et là, vous savez, cette petite blonde qui fuyait nos caméras, eh bien il s'agit de Olivia Zemmour, ex de l'AFP et proche de Dieudonné. N'hurlez pas au complot, tout est enregistré. Voici la liste pour les élections européennes de 2004. On y voit Zemmour, à côté de Dieudonné. Et ils en réclament de l'argent. Là aussi, les hackers de la brigade juive vont attaquer et nous remettre des documents hallucinants. Restez bien assis, le soft power islamiste, c'est aussi de la hard money. Voici le rapport financier du vice-président de Euro-Palestine. Ce sont presque 3 millions d'euros que le couple a investi auprès d'une banque privée, la banque Rothschild. Les euros de la Palestine ont investi dans des mines d'or, mais aussi par exemple chez Carrefour, qu'ils appellent souvent à boycotter pour avoir vendu des produits israéliens. 3 millions d'euros que ne verront jamais les Palestiniens, et pour cause, ils sont au chaud, comme le souhaite le couple Chachani-Zemmour. Bien, écoutez, c'est clair, la disparition des renseignements généraux est à la base de tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui avec les islamistes et les djihadistes. Il faut savoir que les RG avaient un rôle de contention et d'entrave, de renseignement, mais qui permettait de contenir et d'entraver. Il y avait une action politique ou sociale qui était menée suite à nos rapports. Or, le renseignement intérieur est devenu aveugle, ce qui fait que beaucoup de choses ont été possibles. Il y a quelques années, nos caméras ont filmé des séquences jamais diffusées. Dans le 93, des groupuscules islamistes se mêlent aux manifestations étudiantes. Des émeutes éclatent. Le but est de faire pression sur les élus. Vous avez quelque chose à revendiquer, vous le faites, mais vous avez par rapport à ce que la loi dicte. Voilà, tout simplement. Et puis on est là, on observe. Les islamistes sont partout. Ils observent et se téléphonent. Les policiers des renseignements les connaissent. Mais pour la police, les ordres sont clairs. Pas d'intervention. Les policiers sont obligés de reculer ou d'intervenir sur des petits profils. Attention! Oh, recule! S'il vous plaît, que le peuple égyptien vive. Autre lieu, autre manifestation. Ici, les révolutions arabes passent dans les rues de Paris et les divers groupes se réclament de la cause pour le peuple palestinien. Les meneurs ne sont pas d'accord. Ils se bagarrent pour une place en or, être face aux caméras. La cause palestinienne en France, comme nous l'avons vu, est un business incroyable qui rapporte des millions à ses organisateurs. Et le lien avec les groupes islamistes n'est plus à prouver. Voici ce qu'il s'est passé dans les rues de Paris pendant une manifestation pro-palestinienne. L'étendard noir de l'État islamique flotte boulevard Voltaire à Paris. Nous sommes en 2014 et Daesh s'affiche dans les rues alors que le groupe terroriste est en pleine expansion dans le monde arabe et gagne les cœurs des jeunes arabes en Occident. Et comme dans toute manifestation infestée et phagocytée par les islamistes, tout est bien rodé et calculé. Il y a un groupe chargé de parler aux médias. On fait des slogans comme ça. On a des choses à dire à la France. Montrez-leur, c'est vrai, vous avez Venez. On a besoin de la télé. Viens. Justement, moi je parle pour la télé. Un autre qui charge la police et qui casse. Et enfin, un troisième qui prie devant les caméras.
On a enlevé les yeux et les oreilles du renseignement intérieur dans les banlieues. Et pour moi, vous savez, la suite est logique, claire et limpide. Après avoir gagné les cœurs et les esprits des enfants de l'immigration, il faut les porter au pouvoir en utilisant les outils légaux et démocratiques, mais aussi les financer de plusieurs façons, comme on peut toujours le faire en France, légalement en faisant appel aux militants et illégalement. Alors là, entre en compte et en jeu des États et des organisations connues, pour ne citer que l'Algérie, la secte des frères musulmans, la Turquie, l'Iran et bien d'autres encore. Hein. Du jamais vu en France, en mai dernier, des militants islamo-nationalistes turcs menacent un kiosquier et retirent une affiche du magazine Le Point. En une, la photo de Erdogan et un titre, Le dictateur. Clément Pétréol, journaliste qui a réalisé ces enquêtes pour Le Point, nous explique le contexte. C'est effectivement, ça a été un peu la grande consternation de se rendre compte qu'il y avait une génération de militants politiques, de jeunes franco-turcs qui avaient été élevés, éduqués dans les valeurs de la République et qui défendaient quand même la capacité à débattre, hein, qui ne voulaient pas défendre le débat, qui n'acceptaient pas la diversité et la pluralité d'opinion et qui défendaient quand même un dictateur. Bon, évidemment, en Turquie, c'est du hard power, ça, on n'a pas besoin de le démontrer. En France, c'est du soft power, mais musclé. C'est-à-dire que on voit qu'il y a pas mal de militants qui sont venus du COJEP d'ailleurs, qui sont rentrés dans les partis politiques pendant plusieurs années, qui sont allés chez les Verts, au PS, à l'UMP à l'époque, qui aujourd'hui refluent, c'est-à-dire que la stratégie d'entrisme n'a pas vraiment fonctionné et aujourd'hui se rabattent sur sur un parti politique, par exemple, qui s'appelle le Parti Égalité et Justice, qui a été fondé par Ali Gülü, justement, ou en tout cas qui le pilote. Et c'est une forme de soft power dans la mesure où c'est un parti politique qui ne dit pas son nom. Alors, je ne sais pas si on mesure la maturité d'une élite politique à sa capacité à tenir des doubles discours, mais on voit quand même que c'est quand même un relais d'influence, une tentative de soft power un peu maladroite. Mais il y a quand même l'idée derrière de fédérer sur le thème de l'islamophobie, de fédérer le vote musulman en France dans les quartiers. Et je sais que ce sont des réseaux qui sont extrêmement actifs et qui utilisent beaucoup les trolls numériques. Donc on s'attendait à être visé, mais on ne s'attendait pas à ce que ça prenne cette ampleur. On a quand même reçu des menaces de mort, on a été mentionné des milliers de fois, on a reçu des tombereaux d'injures. Bon. La modernité des techniques d'influence veut que maintenant on finance des gens qui vont aller avoir des tribunes dans les réseaux sociaux ou tout simplement qui vont être financés sur le plan politique pour pouvoir faire des meetings, faire des conférences, attirer des gens, pour pouvoir faire parler des problématiques qui concernent les gens pour les amener de manière stratégique au fur et à mesure sur le plan politique. Personnellement, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur mes pages personnelles, mais après Et elle en passe du temps sur les réseaux pour faire taire les opposants aux islamistes et au sultan Erdogan. Elle, c'est Faiza Ben Mohamed, militante, présidente de diverses associations qui sont d'autant de coquilles vides, mais surtout propagandistes se disant journalistes. C'est sous le pseudonyme de Fauzia Azouz qu'elle officie chez Anadolu, l'agence officielle de propagande du régime turc. Cette même agence qui avait révélé publiquement l'emplacement des troupes françaises et américaines en Syrie, mettant en danger des centaines de personnes. Cette dernière fait la loi sur Twitter, notamment avec une petite bande de harceleurs organisés qui font taire les opposants, journalistes et militants des droits de l'homme. Un contrôle au faciès, contrôle routier basé sur le faciès, qui venait de lui dire, je sais pas si c'est le froid ce soir, mais j'ai la cachette facile. Cette menteuse pathologique se pavane sur les réseaux sociaux avec une écharpe d'élu. Voici une photo qu'elle a diffusée pour gagner une certaine influence et se faire certifier son compte Twitter. Une usurpation de décoration réglementée punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Faiza est aussi une proche de Marwan Mohamed, des frères Ramadan. Elle et ses amis n'ont jamais dénoncé les islamistes ni leurs actes ignobles. Son cheval de bataille, l'islamophobie.
Les membres de la galaxie Feyza sont nombreux. Tous passent leur vie sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Il y a le fameux Alkans, alias Fateh Kimouche, auteur de l'article « Colomber les deux mosquées ». Atteint d'une maladie neurologique, Kimouche peut dire ce que bon lui semble sur les réseaux. Il n'est jamais inquiété. À leur côté, un certain Abou Jafar, Jacques Gralian, dont l'identité réelle est Yves Trottignon, un ancien analyste de la DGSE, viré pour avoir fabriqué des faux rapports sur des groupes islamistes inventés de toutes pièces. Lui et sa bande menacent des journalistes qui dénoncent les islamistes. Moi, je pars du principe que ces gens-là, s'ils s'attaquent comme ça sans savoir, c'est qu'ils travaillent en meute, qu'ils travaillent en groupe et que l'objectif est de discréditer tous ceux qui n'est pas dans leur bande. Le soft power peut rapprocher sur les réseaux des profils qui pourraient paraître opposés. Cerise sur le gâteau, pendant notre enquête, nous avons identifié un ancien mercenaire qui travaille aujourd'hui avec l'ambassade de France à Bagdad. Ce dernier escorte les patrons d'entreprise et sécurise leur convoi. Il s'appelle Jean-Philippe Lafont, un dangereux personnage qui forme illégalement des milices islamistes en Irak et en Asie. Il y enseigne le tir et des techniques de torture interdites. Ce personnage a été certifié fréquentable par l'ambassade de France qui lui a fourni cette lettre d'honorabilité. Sur les réseaux sociaux, Lafont est René XV et René XVI, un néo-nazi dont les messages se passent de commentaires. Après ces révélations, le Quai d'Orsay n'a pas souhaité s'exprimer. Le néo-nazi pro-islamiste Jean-Philippe Lafont est toujours à Bagdad. Voilà.